Hello à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette deuxième vidéo d'avis lecture. Et cette fois-ci, il va y avoir une nouveauté puisque en plus de donner mon avis sur ma lecture, je vais également analyser l'intrigue et l'histoire du livre dont je vais vous parler. Mais tout d'abord, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Ça m'encouragera énormément pour vous en sortir de nouvelles avec de nouveaux avis lecture. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du tome 1, Les Chroniques de Nissi, la maîtresse de la mort. Alors, ce livre fait suite, entre autres, à l'immense saga L'Épée de Vérité, que vous pouvez le voir, j'adore, que j'ai lu en entier. C'est pas la seule suite. Disons que là, on zoome sur un des personnages que l'on croise dans l'épée de vérité et qui est un personnage secondaire mais très intéressant déjà dans l'épée de vérité. Donc là, la Nissi, les chroniques de Nissi, elle a 4 bouquins pour elle si je ne me trompe pas, et ceci est le tome 1. Donc pour commencer, je vais vous faire le résumé de ce tome 1. Ensuite donc les aventures de Nissi, qui est une magicienne qu'on a déjà vue dans l'épée de vérité et qui a à peu près tout vécu dans l'épée de vérité. Elle est passée de esclave sexuelle sous un empereur tyrannique à sœur de l'obscurité, puis sœur de la lumière. Elle était en gros du côté du mal, elle est revenue du côté du bien. Donc voilà, elle a déjà un bon vécu, on va dire. Et donc là, on suit ses aventures. Ce vécu lui a donné une capacité à rester hermétique aux émotions, c'est du moins sa façon de vivre en fait, elle se ferme à toute émotion. Et son seul objectif est de remplir la mission que Richard Rale lui a donnée. Donc Richard Rale est le personnage principal de la saga L'Épée de Vérité. C'est le roi de l'Empire Dara. Et il lui donne la mission d'être un petit peu son émissaire, d'aller porter la parole auprès des peuples les plus éloignés de l'Empire pour leur dire que l'esclavage c'est fini, la tyrannie c'est fini, les injustices c'est fini. Et donc ceux qui ne seraient pas d'accord avec lui auraient des problèmes. C'est donc là sa seule mission, en tout cas son objectif principal. Pour ce faire, elle est accompagnée d'un sorcier, ou plutôt elle accompagne un sorcier qui a lui également 1000 ans, puisqu'il a été enfermé dans une bulle temporelle pendant 1000 ans, si on peut dire, c'est une prison dorée. Et pour sa propre sécurité et pour la sécurité du monde, Nissi doit l'accompagner, rester avec lui, qui lui devient également un émissaire de Dara également. Sorcier qui est un prophète et qui perd sa magie, perd l'intégralité de ses pouvoirs. Donc voilà, nous avons ces deux personnages qui avancent et qui vont se rendre en premier lieu voir une voyante qui va leur annoncer une prophétie, et ça va être là tout le début de l'aventure. Cette prophétie va assurer que Nissi, la maîtresse de la mort, va devoir sauver le monde, et elle va également leur donner leur prochaine destination, Col Ader, pour que le sorcier, normalement, devrait retrouver ses pouvoirs une fois là-bas. Donc voilà, c'est le début du roman. Et ils vont évidemment rencontrer pas mal d'embûches sur leur chemin. Voilà donc pour le résumé. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce roman. Alors j'imagine qu'il y a peu de surprises. Je suis une fan de Terry Goodkind. Je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. J'ai lu le tome 1 de L'Épée de Vérité, je crois que j'étais encore au collège. Et je n'ai pas lâché, j'ai suivi tous les tomes jusqu'au 15e. Donc, je suis une fan de Terry Goodkind, donc déjà de base, j'adore son univers. J'adorais déjà le personnage de Nissi qui est très complexe dans l'épée de vérité, et
J'adore la retrouver dans ce roman. C'est un personnage qui se veut sombre, fermé aux émotions. Mais on va se rendre compte qu'en fait, il y a quand même un petit cœur qui bat malgré elle. Elle a tout vécu, donc nous on connaît son vécu dans ses chroniques et elle rencontre des personnages qui vont s'ajouter à son aventure, qui vont la suivre également, qui eux ne connaissent pas son passé, donc on se sent un petit peu dans la confidence, on se sent privilégié de savoir ce qu'elle a vécu et pas les autres personnages. Donc ça c'est un côté que je trouve très intéressant et que j'adore. Évidemment, le style de Terry Goodkind, personnellement, je suis fan. C'est pas trop simple, c'est pas non plus ultra compliqué. Au niveau des descriptions, il y a juste ce qu'il faut. Dans celui-là, dans l'épée de vérité, il y avait beaucoup de longues descriptions où là, j'avais tendance un peu à perdre le fil quand il décrivait le palais des prophètes, le palais du peuple, j'étais perdue. Là, je trouve qu'il y a juste ce qu'il faut de description pour qu'on comprenne et ça avance. Après, ma petite note négative, c'est que le personnage de Nissy finalement ne prend pas beaucoup de décisions d'elle-même dans tout le roman, puisqu'au final, dès le début, elle a une destination qui est donnée par la voyante. Alors même si elle n'est pas fan des voyantes, même si elle n'y croit pas trop, eh bien finalement elle va quand même là où la voyante lui demande d'aller. Encouragée par le sorcier qui l'accompagne, qui lui a vraiment envie d'y aller. Donc voilà, elle prend au final peu de décisions, mais c'est un petit peu le fil de l'intrigue, c'est une intrigue de voyage, donc c'est dans le cheminement de l'intrigue, elle a différents obstacles qui arrivent sur elle. Alors parmi les différents obstacles qu'elle va avoir et les différents ennemis qu'elle va devoir affronter, il y en a un dont j'ai adoré l'affrontement parce qu'il dure un petit peu en longueur, il y a de la recherche, c'était pas clac comme ça. Par contre, le dernier boss, entre guillemets, je pense que je m'en serais passée, car il y a un effet de répétition, je trouve. Même si l'affrontement de ce dernier ennemi emmène une scène extrêmement touchante qui va permettre à Nissy d'en apprendre beaucoup plus sur elle. Donc ce dernier boss est très utile, mais je pense que cette scène-là aurait pu être inclus avec celui juste d'avant que j'ai trouvé génial. En fait. Voilà. C'est mes petits bémols sur ce roman, mais que de manière générale j'ai adoré et dévoré. Alors, à partir de maintenant, je vais passer à l'analyse. Donc, pour cette analyse, je vais vraiment décrypter toute l'intrigue de ce roman. Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille d'arrêter la vidéo là. Parce que j'ai peur de dire des choses qui pourraient vous spoiler. Parce que l'analyse, effectivement, je l'analyse du début à la fin. Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, et que vous comptez le lire, arrêtez-vous simplement à la vie. Vous pouvez revenir voir l'analyse de l'intrigue après, comme ça vous pourrez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Mais voilà, pour l'instant, si vous n'avez pas lu, je vous conseille de vous arrêter ici, car j'ai peur de vous spoiler la suite. Donc pour l'analyse de l'intrigue, je me suis basée sur les différentes étapes de l'anatomie du scénario, donc je ne fais pas l'analyse de tout ce qui est marqué là-dedans. Je vais analyser les 22 étapes dont parle John Truby dans son bouquin pour construire une intrigue. Et je vais également parler des conflits et des personnages qu'il y a à l'intérieur. Pour John Truby, la première étape est la prise de conscience, donc savoir quel est le point de vue du héros finalement
sur lui-même ou sur tel ou tel problème. Là, la prise de conscience, en tout cas ce qu'on comprend d'elle et ce qu'on nous fait comprendre, c'est qu'elle est hermétique aux émotions et qu'elle se retrouve incapable d'aimer qui que ce soit. Voilà, ça c'est le problème, c'est le point de vue du départ. Ensuite, entre ce qui concerne le spectre et l'univers du récit, évidemment on retrouve l'univers de l'épée de vérité avec eh bien, tout le passé de Nissi que l'on connaît ou non, et qui est quand même rappelé dans le premier tome. Plus brièvement bien sûr, mais voilà, on a quand même cet univers-là et ce passé-là qui pèse finalement sur le personnage, qui est bien présent. En même temps, vu ce qu'elle a vécu, ça se tient. Donc forcément, quand on sait la prise de conscience qu'il y a au départ, on sait le point de vue de départ, à savoir qu'elle est hermétique aux émotions, qu'elle est incapable d'aimer, on se doute bien que cela va devenir finalement sa faiblesse, ça va devenir son point faible. Et on va se rendre compte tout au fil du roman que ça a son importance. Surtout à la fin du bouquin, on va comprendre en quoi ça a été une faiblesse pour elle. Donc ensuite, on a l'événement déclencheur qui est clairement la visite chez la voyante qui leur donne une destination et c'est là où ils vont tenter de se rendre. Donc c'est vraiment le point de départ. Le désir du personnage est très clair, c'est son objectif, celui que Richard Râle lui a donné, à savoir diffuser entre guillemets la nouvelle parole de Richard Râle, c'est-à-dire que l'esclavage c'est fini, la tyrannie c'est fini, l'injustice c'est fini. Voilà. Ça c'est son objectif premier, c'est d'aller rencontrer les peuples les plus loin de l'Empire pour les informer que la guerre, l'ancienne guerre est terminée. Au niveau des alliés, elle va avoir plusieurs alliés. Donc il y a bien sûr le sorcier prophète Nathan Râle qui fait le voyage avec elle, ou plutôt elle fait le voyage avec lui. Sur son chemin, elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Bannon et une petite fille qui s'appelle Chardon. Donc on va voir entrer la personnalité de ces personnages-là qui sont soit en conflit avec son caractère à elle, soit se marient très bien. Vous verrez par la suite. Au niveau des adversaires, il va y en avoir plusieurs forcément, c'est une intrigue de voyage. Donc tout au long de son voyage, elle va rencontrer différents adversaires. Il va d'abord y avoir les Selka, qui sont des hommes poissons qui ont été créés durant les grandes guerres il y a des millénaires et qui ont été oubliés. En fait, ce sont des armes humaines qui ont été oubliées dans la mer et qui vont refaire surface. Il va également y avoir les Norokal qui eux sont des vendeurs d'esclaves. Nous allons avoir le juge suprême, ensuite le buveur de vie et pour finir la maîtresse de la vie. Ce qui est assez original car on va avoir la maîtresse de la mort confrontée à la maîtresse de la vie. Et tout ça va être entouré du mystère, à savoir pourquoi Nathan Râle, un grand sorcier et prophète, a perdu l'intégralité de ses pouvoirs. Dans ce roman, il va y avoir qu'une seule fausse alliée. C'est une qui va devenir un ennemi au final. Ensuite, dans les différentes étapes d'un scénario d'après John Truby, il y a énormément de rebondissements. Donc il y a les premiers rebondissements, de nouvelles informations, encore des rebondissements, de nouvelles informations, et en parallèle on a le plan de l'adversaire. Donc là, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas un adversaire au début qu'elle va combattre jusqu'à la fin. C'est un enchaînement d'adversaires qui n'ont pas forcément de rapport les uns avec les autres, mis à part les deux derniers. Donc il n'y a pas spécialement de plan de l'adversaire. Et c'est là où il y a un petit
où je reproche un peu à l'intrigue d'être un peu passive, comme je vous l'ai donné dans mon avis, parce que finalement, elle non plus n'a pas vraiment de plan, si ce n'est se rendre à Col Ader, la destination que la voyante lui a donnée. C'est le premier rebondissement, également l'élément déclencheur. Et partant de là, peu importe ce qui se passe, le plan ne change pas finalement, c'est se diriger vers Col Ader. John Truby appelle ça l'intrigue de périple, c'est-à-dire que le héros fait un parcours, rencontre différents adversaires pour au final revenir au point de départ et apprendre quelque chose sur lui-même. Bon, là, évidemment, Missy ne revient pas de là où elle est partie, mais on retrouve tout le reste, c'est-à-dire l'enchaînement d'adversaires, et à la fin, elle apprend quelque chose sur elle-même. Donc, cette partie-là est très intéressante, mais voilà, ça laisse une intrigue un peu plus passive que lorsque c'est le héros qui prend les rênes finalement. Alors pour John Truby, la 14e étape d'une intrigue complète, si je puis dire, serait la défaite apparente. Là, je trouve que l'on a éventuellement une victoire apparente lorsqu'elle arrive à vaincre l'avant-dernier ennemi. Cela pourrait s'apparenter à une victoire apparente. Ensuite, on peut également avoir une défaite apparente au moment fatidique lorsqu'elle comprend comment est-ce qu'elle devra vaincre le dernier boss, le tout dernier ennemi. Donc attention, spoiler là vraiment, donc si vous ne l'avez pas lu, éteignez la vidéo tout de suite, car pour vaincre son dernier ennemi, elle va devoir utiliser le sang d'un être aimé. Or, si vous vous rappelez bien au début, sa certitude au tout début du roman, c'est qu'elle est incapable d'aimer qui que ce soit, vu qu'elle est hermétique aux émotions. Je parle là d'aimer soit en amour, soit d'aimer d'amitié. Pour elle, elle est incapable de s'attacher à une personne, d'aimer une personne, si ce n'est finalement Richard Rale qu'elle a eu aimé et dont elle a voulu simuler une vie de couple de force, qu'elle a beaucoup fait souffrir à cause de ça, donc dont elle essaie maintenant de se rattraper. Mais voilà, pour elle, elle est incapable d'aimer qui que ce soit, sauf que pour la vaincre, elle va devoir utiliser le sang d'un être aimé. Et il n'y a que elle qui pourra évidemment vaincre le dernier ennemi, vu qu'il faudra utiliser de magie ultra puissante, ainsi que d'outils créés à partir d'os de dragon. Donc ils vont aller chercher tout ce qu'il faut pour créer l'outil, mais cet outil devra être imbibé de sang d'être aimé par la personne qui va s'en servir. Or il n'y a qu'elle qui peut s'en servir, car il n'y a qu'elle qui a cette magie assez puissante, vu que Nathan Rale a perdu ses pouvoirs. Donc c'est là où finalement on pourrait je pense que ça peut s'apparenter à une défaite apparente lorsqu'on apprend ça. Même si finalement, en tant que lecteur, on a la solution. Clairement, quand on lit, on a la solution. Enfin, on n'a pas envie que ça arrive, mais on a la solution. Donc, ensuite va venir la décision finale, et là encore finalement ce n'est pas elle qui va la prendre cette décision, ça va être un des autres personnages qui va entre guillemets la forcer à prendre cette décision. Donc là encore ce n'est pas elle qui a pris la décision. En même temps, peut-être que si c'était elle qui avait pris la décision, on la détesterait. Mais du coup, voilà, c'est encore un passage où ce n'est pas elle qui prend les choses en main.
alors même qu'elle prône qu'elle n'aime pas les prophéties, justement parce que c'est elle qui prône que chacun a son destin en main, que chacun prend ses propres décisions. Et bien paradoxalement, dans ce tome, elle ne prend pas énormément de décisions. Ensuite, on a la confrontation finale classique voilà, qui ressemble à une confrontation finale classique. Je la trouve même un petit peu rapide sur le dernier ennemi, dernier boss. Et un nouvel équilibre, donc là on suit, on va dire, les étapes de John Truby. Je les ai pas tous citées, hein. Par exemple, les fourches cosines, portée étroite, rencontre avec la mort. Bon, clairement dans sa vie, elle l'a rencontrée plus qu'une seule fois, la mort, donc ça ne valait pas le coup là de la mettre face à la mort. Clairement, elle s'en fout. Hein, elle l'a déjà vue, elle la connaît, elle s'appelle la maîtresse de la mort. Donc cette étape-là, effectivement, n'y sont pas et elle n'aurait pas été crédible, donc c'est très bien. Donc voilà pour cette analyse, en tout cas des étapes du scénario, en tout cas les étapes vues par John Truby. Ensuite, je vais faire une très rapide analyse sur les conflits et les personnages parce que je les trouve très intéressants. D'après John Truby, les ennemis doivent affronter le personnage principal de manière différente, en tout cas l'attaquer sur la même faiblesse de manière différente. Or là, la faiblesse de Nissy est qu'elle ne ressent plus d'émotion. Donc on va d'abord avoir le juge suprême qui, comme son nom l'indique, se prend pour un juge. Il veut juger tout le monde et veut placer tout le monde face à ses propres actes. Alors on pourrait se dire qu'avec tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle a fait en tant que maîtresse de la mort, pourrait la tétaniser de se retrouver face à cela. Mais en fait, ça lui est totalement égal. Elle est pour le coup totalement ok avec ce qu'elle a fait, elle assume son passé. Finalement, la seule chose qu'elle regrette, c'est d'avoir fait du mal à Richard Rall et à Callan, sa femme. Mais ce n'est pas, en tout cas, une façon de l'affronter très efficace. Ensuite, on a l'affrontement avec le buveur de vie. Qui là va tenter finalement d'aspirer son énergie et de la faire vieillir prématurément. Donc on pourrait assimiler ça à une rencontre avec la mort, mais pas vraiment finalement. Et puis évidemment ça lui est totalement égal. Ce n'est pas quelque chose qui la dérange plus que ça, donc ça ne marche pas ça non plus. Comme quoi elle est vraiment dénuée de toute émotion, du moins en apparence, encore une fois. Ensuite, comme je vous l'ai déjà dit, il va y avoir la maîtresse de la vie qui, elle, va s'opposer directement à elle en disant « Toi, tu es la maîtresse de la mort, moi, je suis la maîtresse de la vie, donc c'est moi qui ai raison. » Donc là, c'est vraiment une confrontation face à face. C'est vraiment elle qui est visée. Et donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour l'affronter, ça va toucher la faiblesse de Nissy, il va falloir qu'elle prenne le sang d'un être aimé, et c'est là que va être le problème, entre guillemets. Donc voilà, ça va être l'affrontement le plus dur pour elle, en même temps c'est ce qui arrive à la fin, donc ça se tient jusque là. Donc on a vraiment 3 ennemis, je vous parle là des plus gros parce que les hommes poissons ils n'ont pas cherché à comprendre, ils bastonnent. Et les Nurokai, les volontaires d'esclaves également, il n'y a pas de faiblesse qui tienne, juste c'est de la baston. Bon, mais ces 3 là qui sont certainement les 3 plus gros, vraiment on profite, entre guillemets, du moins essaye de profiter de la faiblesse de Nissy. Donc c'est très intéressant de voir chacun comment ils essayent de la vaincre.
Ensuite, on va avoir donc un réseau de personnages. Là, je vais parler uniquement des alliés parce qu'ils forment vraiment un réseau, hein. Je vous l'ai déjà dit, les ennemis arrivent les uns après les autres, ils n'ont pas de relation entre eux. Alors que les personnages sont ceux qui ont accompagné Nissy dans son voyage. Donc je vous ai parlé de Nathan Râle, qui est un sorcier prophète, qui a énormément vécu encore beaucoup de choses également, puisqu'il a juste 1000 ans. Il est très extravagant, il est extravagant et toujours très positif, ce qui fait du bien à côté d'une Nissy un petit peu, pas rabat-joie, mais un peu négatif de temps en temps. En tout cas, très terre à terre. Alors, je dois aller là, c'est pas ailleurs, point barre. Et à côté d'elle également, donc d'une Nissy un petit peu sombre, un petit peu dure, il va y avoir un personnage qui s'appelle Bannon, qui lui va être tout joyeux, tout naïf, tout jeune. Donc tout le contraire de Nissy, hein, donc, et qui va quand même, malgré lui, faire l'aventure avec elle et avec Nathan. Donc c'est très intéressant d'avoir les deux points de vue et de voir l'évolution du personnage de Bannon, hein, parce que forcément il évolue, on en apprend aussi sur lui, parce que même s'il est tout jeune et tout naïf, et bien finalement il a un passé lui aussi qu'on apprend petit à petit. Et il va y avoir un quatrième personnage qui va être une petite fille qui s'appelle Chardon et qui, elle, a appris à survivre et à se rendre utile. Autrement dit, c'est une mini Nissy. Un peu plus positif quand même, heureusement. Donc voilà, c'est très intéressant de placer, je trouve ça génial de placer ces personnages sont à l'opposé ensemble. C'est d'ailleurs ce que conseille John Truby dans l'anatomie du scénario. Donc là, vraiment, il y a une grosse opposition entre Nissy et Bannon. Donc c'est très intéressant à voir comment ils vont interagir entre eux, vraiment. Donc voilà, c'est fini pour cette analyse. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire si vous avez lu ce roman, si vous êtes d'accord avec cette analyse. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimeriez que j'en refasse, si ça vous plaît d'avoir des analyses de livres et ou même de films, pourquoi pas. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de mettre un petit pouce. Sur ce, je vous dis à bientôt!